Bien le bonjour, on est content d'être avec vous aujourd'hui. Culture et Nature est sur son nouveau plateau virtuel. Et pour cette belle rencontre et cet échange, eh bien, nous allons aller directement dans le nord de la France pour aller rencontrer une association avec qui on a eu un partenariat il y a quelques années pour un superbe festival qui s'appelait Eco Hollywood. Et puis on s'est vu, on s'est téléphoné, mais il y avait longtemps qu'on s'était vu, et ben ça tombe bien. Bien le bonjour Philippe, comment ça va ? Ça va bien et toi Antoine ? Bah moi ça va, tu vois, quand je retrouve des amis, quand je fais de la télé et puis que on anime des jeunes avec ce beau média, bah je suis très très content. Les funambulants, vous en êtes où et vous avez fait quoi pendant ce Covid, ce confinement ? Eh ben, écoute, on a été confinés comme tout le monde, hein, confinés mais pas résignés. Du coup, on continue les ateliers vidéo et nos missions de fabrique et de diffusion de films qu'on mène avec l'association. C'est quoi ce projet dans un quartier bien connu de Lille et qu'est-ce que vous avez mis en place avec les jeunes qu'on va rencontrer et les moins jeunes qu'on va rencontrer sur ce plateau ? Alors, ils sont tous jeunes, les jeunes sont tous jeunes. C'est un atelier d'un peu plus grande ampleur qu'on a mené avec mon collègue Arthur sur l'année scolaire précédente. Du coup, c'était entre novembre et juillet avec 5-6 jeunes du quartier Winston Churchill à Lille. Voilà. Combien de jeunes et quel était le but du jeu ? Alors, comme je t'ai dit, c'était 5-6 jeunes. C'était dans le cadre de l'appel à projet pratique numérique des images et médias lancé par la ville de Lille. Et du coup, pour mener à bien ce projet, on a eu la chance d'être en partenariat avec des structures locales qui sont itinéraires, Léo Lagrange, la maison de quartier Godelaine Petit, Pause Café Solidaire et le Conservatoire. Combien de clips vous avez réalisés et quelle a été la démarche ? Alors, concrètement, c'était des séances de 3 heures qui avaient lieu le mercredi donc dans les locaux des partenaires. Ils ont collectivement réalisé des fictions, un détournement, des reportages. Ils ont mené eux-mêmes les interviews et il y a eu 17 films réalisés en 16 séances. Donc tu fais le calcul. C'est une belle performance, comme d'habitude. Voilà. Cette année qui va arriver, 2021, des projets, des choses à nous dire ou on attend la fin de l'émission ? Des projets, on aimerait bien reconduire cet atelier. On a d'autres projets vidéo slam qui sont en cours. Voilà, on continue malgré tout. Philippe, on rentre directement dans le sujet. On va aller, je te remercie. On se revoit à la fin de l'émission pour faire un petit point. Et puis, bien sûr, on parle de jeunes, on parle de films. Et ben, on va aller tout de suite à la rencontre de Quentin. Quentin, est-ce que tu es là, mon ami ? Oui, bonjour. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va et où ? Eh ben, on a réglé les problèmes de son, on a réglé les problèmes d'image. Tu m'entends bien ? T'entends bien, super. Quentin, dans cette aventure que a menée les funambulants, ça s'est passé comment pour toi et qu'est-ce que tu y as trouvé comme intérêt ? Plutôt bien, déjà, premièrement. Ouais. C'était bien de faire les vidéos avec eux, en fait. Et tu as fait quoi, toi, concrètement, dans cette aventure ? On a fait les petites vidéos et on a fait des trucs comme dans le genre, quoi. D'accord. Tu projettes d'être un comédien, tu projettes d'être un cinéaste ou c'était juste pour le fun ? Un comédien, quoi. Quentin, est-ce que tu peux me dire comment tu connais les jeunes et comment vous êtes partis sur cette aventure ? Alors, déjà, premièrement, je ne savais pas qu'il avait tout le monde comme ça. Deuxièmement, je les connais tous, à peu près presque, sauf Francky, une grande découverte de cette année. Franchement. Un grand comédien ? Un gros comédien que vous allez voir tout à l'heure, peut-être. Et les autres, tu les connaissais un peu et t'en tires quoi ? Et t'en tires quoi de cette aventure ? Plutôt pas mal, quoi. Prêt à le refaire ? Prêt à refaire une année de plus. Avec un long métrage C'est ça. Et une diffusion au cinéma ? C'est ça. On est d'accord. Quentin, je te remercie de ta gentillesse. Je te demanderai d'éteindre ton micro après qu'on ait fini. Et puis, avant de rencontrer mon prochain invité, on va regarder en images ce que vous avez mis en boîte. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Reportage.
m'appelle François Lecoq. Alors, je suis journaliste depuis 29 ans. Alors j'ai fait des études de littérature. Au début, j'avais envie d'être écrivain, mais c'était un rêve et je me suis rendu compte que ça allait être difficile de devenir écrivain et d'en vivre. Et j'ai eu la chance de faire un stage un peu par hasard à la Voix du Nord de Lille. Et ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, ah bah c'est bien, ça a l'air très intéressant. Et puis c'est aussi c'est de l'écriture parce que c'était de la presse écrite. Hein, et donc c'est comme ça que j'ai eu envie de devenir journaliste. Au départ, je voulais être journaliste plutôt dans le domaine culturel. Et puis en fait, j'ai commencé à travailler dans une agence de presse qui était plutôt spécialisée en presse économique. Et j'ai appris la presse économique sur le terrain en fait. Alors le rôle du journaliste, je le fais assez rapidement, hein, c'est de recueillir des infos, les vérifier, les transmettre et les diffuser. Une info, c'est pas un avis ni une rumeur. Hein. L'info, elle est factuelle, ça doit être vérifié, recoupé auprès de plusieurs sources. Ça fait pas loin de 20 ans que je travaille tout seul en ce qu'on appelle en freelance, je suis en indépendant. Aujourd'hui, je travaille pour une petite dizaine de magazines nationaux qui sont très spécialisés en presse économique. Et c'est des magazines qui sont spécialisés sur le commerce, la grande distribution, les produits du luxe, tout ce qui concerne les parfums, les produits cosmétiques, les vins, les spiritueux. Je travaille beaucoup sur l'agroalimentaire. En presse culturelle, il y a pas mal d'articles que j'ai bien aimé faire parce que c'était des interviews d'artistes ou de photographes notamment. J'avais interviewé Raymond Depardon, un photographe que j'aime beaucoup qui s'appelle Bernard Plossu. Moi j'aime beaucoup la photo, alors quand tu rencontres des photographes dont tu apprécies beaucoup les photographies, c'est une chance de pouvoir discuter avec eux, de les interroger, etc. Le rôle du journaliste, c'est de répondre à 5 questions. Quoi? Ouais, très bien. Ça parle de quoi? Alors, ça parle de quoi? Ça parle de qui? Donc, tu disais où ça se passe, c'est ça? Ouais, ça fait 3. Et d'autres pourquoi? Pourquoi, ouais. Pourquoi ça se passe? Quand? Exactement. Quand ça se passe? Normalement, dans chaque article que j'écris, quelle que soit la longueur, je dois normalement répondre à ces 5 questions. Dans la presse, il y a une partie effectivement d'enquête et d'investigation pour essayer de faire ce qu'on appelle des scoops, c'est-à-dire des informations que les autres journalistes n'ont pas. Il y a de la concurrence, oui, on essaie d'avoir les informations avant les autres. Après, normalement, ça reste de bonne loi, comme on dit. Normalement, c'est fait dans un bon esprit et en respectant les autres. Pour un article classique où on a tout de suite une interview, en général, c'est le temps de l'interview, donc ça dure une quarantaine de minutes. Ça dépend des sujets. Puis après, la rédaction, ça va prendre 1h15, 1h30. Et donc, en une demi-journée, si tout se passe bien, on peut réussir à faire un article, une interview comprise. Mais les investigations, ça peut durer plusieurs semaines. Parfois, on n'arrive pas à répondre aux 5 questions. Ça peut arriver, et en quel cas, on doit le préciser, on doit être honnête et le plus transparent possible. On doit dire, cette info-là, on l'a pas. Parfois, alors oui, ça m'est déjà arrivé de faire des erreurs parce que tout le monde peut se tromper. Et les journalistes aussi. Alors quand c'est comme ça, on fait ce qu'on appelle des erratums. Dans l'article qui suit, on dit « Ah, on s'est trompé, on a donné un mauvais chiffre et on donne le bon chiffre ». Je trouve que c'est un métier passionnant parce que c'est très intéressant, très varié, on rencontre plein de gens différents tous les jours. Il y a des jours j'interroge des patrons d'entreprise, le lendemain je vais interroger des salariés. Je fais jamais la même chose tous les jours, j'interviewe et je rencontre plein de gens. Si on est reporter de guerre, c'est difficile au quotidien parce qu'on prend des risques, on peut se faire blesser, voire tuer. Mais moi, c'est pas mon cas, je suis pas reporter de guerre et non, c'est un métier qui est plutôt agréable à faire au quotidien et qui n'est pas spécialement difficile. L'opinion que se fait le grand public des journalistes, elle a tendance plutôt à se détériorer un peu. On n'est plus aussi bien considéré qu'avant parce qu'il y a certains journalistes qui font un peu n'importe quoi, qui sont trop... posent trop de questions, qui n'écoutent pas les réponses, etc. Et puis qui ont des relations parfois pas assez distanciées avec par exemple les hommes politiques ou les chefs d'entreprise. Il
font un peu copain-copain et donc le public n'est pas dupe. Hein, et donc ils se disent ah les journalistes ils sont de mèche avec ceux qui interrogent, etc. Mais c'est pas mon cas. Non, c'est bien de le préciser. Tout à fait, c'est bien de le préciser. Pour se lancer dans le journalisme, eh ben, il faut un bon parachute. Non, faut prendre de l'élan. Non, moi j'ai pas fait d'école de journalisme et je pense que c'est pas forcément indispensable d'en faire une. Même si aujourd'hui ça permet sans doute de trouver plus facilement du travail, notamment sur tout ce qui concerne les nouveaux médias, et c'est important de bien connaître les médias d'aujourd'hui. Alors les fake news, on en a parlé là, donc c'est des nouvelles qui font semblant d'être des vraies nouvelles, mais qui en fait soit sont truquées ou fausses et qui peuvent être utilisées à des fins qui ne sont pas toujours positives. Malheureusement, il y en a de plus en plus, notamment par l'intermédiaire des réseaux sociaux, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui s'informent via les réseaux sociaux, donc il y a pas mal de gens pas toujours bien intentionnés qui réalisent ces fausses nouvelles qui sont après répercutées à des millions d'exemplaires sur les réseaux sociaux. Donc pour résumer, la fake news, c'est une information qui se fait passer pour vraie, mais qui ne l'est pas. Maintenant, on parle même de deepfake. Ce sont des vidéos qui sont modifiées à l'intelligence artificielle. On va y incruster le visage de quelqu'un et on peut lui faire dire à peu près n'importe quoi. President Trump is a total and complete dipshit. Here's Johnny. Ce sont des algorithmes spécialisés en traitement d'images qui ont découpé ma photo et l'ont collée à la place de l'acteur avant de lui donner vie dans la vidéo. Cette intelligence artificielle est capable de créer un nouveau visage. Ah, il peut y avoir beaucoup de raisons de faire des fake news. La principale, c'est quand même d'influencer un public à des fins particulières, parce que ça va profiter à certaines personnes, ou à une entreprise, ou à un parti politique. Ou, voilà. Ben, le danger, c'est de propager des informations qui sont fausses. Et donc d'influencer des gens, et ça peut avoir d'énormes répercussions, parce que ça peut... Si c'est largement diffusé, il peut y avoir des phénomènes de masse qu'on ne contrôle pas et donc ça peut être très grave. Comment démêler le vrai du faux? Ça c'est une grande question. Eh ben, il faut être vigilant, faire attention. Quand on interroge quelqu'un qui a des propos qui paraissent très étonnants, bah, il faut se méfier parce que parfois ça peut être effectivement... pas la vérité, il faut vérifier auprès d'une autre personne ou d'une autre entreprise, donc il faut enquêter, il faut recouper les informations, vérifier ses sources, il faut prendre le temps de le faire. C'est la première fois dans ma longue carrière de comédien que j'ai pu interpréter le rôle d'un journaliste. J'avais jamais fait, ça m'a bien plu. Un acteur, comme tout bon professionnel, il travaille son rôle, donc je me suis un peu rencardé. J'ai 2-3 amis journalistes à qui j'ai posé des questions, et puis voilà. Alors faire un deepfake, c'est assez facile. Regardez ce pseudo-journaliste, je vais lui faire dire n'importe quoi. Alors bonjour, je m'appelle Jean-Marc Courtois, je travaille pour les services secrets qui m'a missionné pour infiltrer tout le réseau Léo Lagrange en France et je commence par le quartier Winston Churchill. Là en 2 ou 3 heures de temps, j'ai quand même eu le temps de bien enquêter et il y en a quelques-uns qui vont avoir affaire à moi dans pas longtemps. Vous allez avoir des nouvelles et vous verrez bien. Voilà. Est-ce que c'est compliqué de faire des deepfakes ou des fake news? Bah non, en fait, il suffit d'avoir un peu d'imagination, du bon matos informatique et puis le tour est joué.
C'est vrai que rien ne vous prouve que je suis vraiment un journaliste. En fait, il y a un bon moyen de le savoir quand vous êtes interrogé, interviewé par un journaliste, c'est de lui demander sa carte de presse. Voilà. Voilà, belle rencontre avec un artiste cinéaste, et puis les jeunes, on a pu voir dans le documentaire qu'il l'interviewait. Et puis, bien sûr, comme expliqué tout à l'heure Phil, il y a des protagonistes du terrain qu'on va rencontrer tout de suite. Bonjour Kamel. Bonjour. Alors Kamel, tu fais quoi dans ce beau quartier Winston Churchill? Mais rien que par le nom, c'est déjà excellent. Ah bah déjà, ça fait rêver. Ah bah oui, ça fait que rêver, attention. Hein. D'accord. Ceci dit, les jeunes font rêver aussi. Franchement, ils font rêver. Ils ont énormément de potentiel, même s'ils sont chiants. Et toi, tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi dans ce quartier? Moi, je fais pas grand-chose dans ce quartier, si ce n'est que je suis éducateur et que je travaille sur l'insertion pro, sociale, dans tous les domaines, hein, que ce soit la justice, comme pour l'instant, effectivement, il y a la justice, il y a le logement, il y a des jeunes qui sont en difficulté, des jeunes qui font des bêtises. On travaille aussi avec les établissements scolaires sur la scolarité. On a des points fixes avec l'établissement scolaire, tel que Collège Carnot. On a des points fixes aussi avec la mission locale, parce qu'on travaille en lien avec la mission locale sur des jeunes en difficulté qu'on accompagne pour mettre en triangulaire ou en duo les personnes, les conseillers de la mission locale. On est bien d'accord, Kamel, que tu fais ce qu'on appelle de la prévention de rue. Oui, je suis éducateur de rue, excuse-moi. C'est ça. Non, mais on travaille, nous, avec de la préve de rue sur Dieppe et sur Le Havre, et par rapport au profil que tu me donnais, ça collait à ça. Kamel, je sais que tu fais de la préve de rue, mais un projet de film avec des jeunes qui sont que tu gères au quotidien, ça apporte quoi dans le quartier ? Ça apporte déjà une certaine reconnaissance de la part des jeunes et aussi des capacités à faire des choses, à prendre confiance en eux déjà. Ça, c'est important. Et à donner une image un peu plus positive sur le quartier et surtout une image pour eux positive. Ça, c'est important. Positive, excuse-moi, j'ai fait une erreur. Pas de problème. Mais moi aussi, j'en fais des erreurs comme ça, parce qu'on travaille avec des publics où des fois, on arrive à faire des erreurs aussi. Très sérieusement, faire 17 clips avec des jeunes sur cette durée, avec un confinement de 2 mois, c'est quand même une belle performance. C'est énorme, c'est énorme. Ceci dit, à plusieurs reprises, il était venu dans le local pour travailler avec Moreau sur un interview. Ouais. Je trouvais ça très intéressant, mais c'est pas évident. Moi, j'ai dû faire le petit méchant loup à la fin pour distribuer une boisson, un gâteau. Philippe, il va rigoler. C'est pas évident, mais c'est exceptionnel, mais c'est très bien. Moi, je trouve que pour eux, valoriser à travers un film, à travers des clips, chapeau pour l'équipe. D'accord. L'opération s'est finie en juillet. Est-ce que tu as eu des retours après l'été? Est-ce qu'il y a un engouement à recommencer l'histoire? Dis-moi tout, toi qui es dans le quartier. Le confinement a cassé pas mal de choses. Et ça, effectivement, les retours, le fait d'avoir des difficultés, ne serait-ce qu'à projeter les constructions qu'ils ont mis en place, les jeunes, avec Philippe, c'est pas évident. Très sérieusement, pour finir cette interview, et avant de se rencontrer en présentiel, comme ils disent, quand on montera dans le Nord, pour toi, qu'est-ce qu'il faut améliorer dans ce projet ? Il y a plein de choses à améliorer, mais c'est pas évident. Il y a plein de choses et les jeunes sont pas forcément dispo en même temps. L'équipe, c'est difficile pour eux d'être présents. Ils doivent déplacer le matériel d'un côté et de l'autre. C'est très difficile, mais en même temps, c'est très encourageant parce que ce qu'ils ont fait, 17 films, 16 séances, c'est énorme. Et un reportage, c'est énorme. Donc, ce qu'il faudrait, c'est avoir des séances bien précises de façon toujours pas ponctuelle, plus régulière, et des horaires qui sont plus abordables pour eux. L'hiver est beaucoup plus difficile pour certains. L'été, c'est plus facile pour d'autres. Voilà, je préfère le dire. Hein. Voilà. Non, mais justement, merci beaucoup de ta gentillesse. Et je pense aussi que ce qui serait plus judiciable, c'est peut-être le travailler le samedi ou le dimanche ou à la journée.
ce qui peut être plus accessible pour les jeunes. Voilà. Bah, merci beaucoup, Kamel. De rien. Et puis c'est promis, dès que je monte à Lille, je viens te rencontrer. Puis je t'amènerai aussi mes éduques de Prèves qui font très très bien des choses. Et avec certains, on est même parti à Mayotte, pour te dire. Donc ça peut peut-être susciter l'envie chez vous. Merci Kamel. Bah, ouais. Tout de suite, un nouveau clip, rien que pour vous, en présentation dans le monde entier. C'est parti. Les Funambules, pour vous. Je m'appelle Philippe Moreau, j'ai 51 ans. Je suis caméraman et réalisateur de documentaires, et notamment des documentaires animaliers que je filme depuis une vingtaine d'années, un peu partout dans le monde. Alors après le bac, j'ai fait des études d'audiovisuel, et puis après mes études, j'ai commencé à travailler comme assistant caméra d'abord, et puis j'ai fait plein de petits boulots dans l'audiovisuel, éclairagiste, et puis après je suis passé à la caméra. Et puis après, la réalisation aussi de documentaires. Alors c'est un métier un peu particulier parce qu'on est amené à partir parfois un mois d'affilée dans des zones très reculées où on ne peut pas donner de nouvelles tout le temps. Alors ça fait partie des inconvénients, c'est-à-dire que il y a des moments où on quitte sa famille et puis après on est content de les retrouver aussi. Donc finalement, on a aussi des histoires à leur raconter en rentrant. On filme des animaux. Parfois, on filme ce qui se passe là où on est, parce qu'il se passe des choses extraordinaires, mais souvent, on suit des individus. Les animaux, ils ont des aires de répartition, ils ont des zones, ils ont des territoires. Donc, on les trouve à l'aide de pisteurs. On les retrouve et on peut avoir une continuité dans l'histoire et voir les mêmes animaux tout au long d'un documentaire. Sur un documentaire de télévision classique, on a 30-35 jours de tournage peut-être pour un documentaire animalier, mais les séries qui sont produites internationalement, on peut avoir jusqu'à 3 ans de tournage, voire 4. On travaille toujours avec des gens qui vivent là, qui travaillent là, qui connaissent parfaitement le terrain et parfaitement les animaux. Selon l'endroit où on se trouve, parfois on est en campement qui peut être mobile, itinérant, quand on est dans la savane. Donc là, on laisse un cuisinier, un aide de camp toute la journée. Et nous, on va travailler du matin, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Et quand on rentre, on a un repas chaud et puis on peut dormir dans une tente avec un lit de camp. On part très tôt le matin parce que la plupart des animaux sont nocturnes, donc actifs de nuit. Ce qui fait qu'au lever du jour, ils sont encore actifs. Ils ne sont pas encore rentrés soit dans leur terrier, soit dans leur arbre. Et c'est l'heure où en plus on a des belles lumières. C'est-à-dire que le soleil se lève, on a des lumières rasantes et il y a encore beaucoup d'activité. Après, dès qu'il commence à faire chaud, on n'a plus grand-chose à faire parce que les animaux sont au repos. Quand on est dans la nature avec les animaux, on calcule les risques de rencontres avec des animaux potentiellement dangereux. Mais quand on connaît la nature et qu'on connaît les animaux et qu'on prend des précautions, qu'on garde les bonnes distances, finalement tout se passe bien. Pour filmer une chasse par exemple, en général on prend de la distance pour pas déranger la chasse. Et puis si on a de la chance, les animaux vont venir chasser leur proie devant nous. Mais ça n'arrive jamais. Mais il y a des gens qui peuvent aussi se positionner d'un point de vue où ils vont perturber les animaux, mais ils préfèrent avoir la belle image. Donc il y a une question d'éthique, de dérangement des animaux. Voilà, moi j'ai été élevé comme ça, on va dire, entre guillemets, de ne pas perturber les animaux pendant leur action, d'être le plus discret possible. C'est une femelle avec ses petits qui vit au bord d'un lac. Ça fait 10 ans que lui, il vient régulièrement, et quand c'est pas lui, c'est un autre photographe, pour faire des photos de ces animaux, ou pour amener des touristes qui viennent voir des pumas. Donc, les pumas, ils sont habitués à la présence de l'homme, mais on garde une distance. On va pas, là, je les ai filmés à 20 mètres parce que c'est eux qui se sont approchés, mais sinon, nous, on reste plutôt à 100 mètres.
plus belle anecdote, c'était peut-être avec des gorilles. C'est à la fois une aventure animalière et une aventure humaine, parce que c'était en République centrafricaine. Là-bas, il y a les plus belles forêts d'Afrique. C'est vraiment l'Afrique équatoriale. Et on filmait une famille de gorilles pendant 35 jours. Donc, autant dire qu'ils étaient habitués à nous. C'est pas qu'on faisait partie de la famille, mais en tout cas, on les observait tout le temps. Et on travaillait avec des pisteurs pygmées, des pygmées Baka. Donc, c'est une ethnie de pygmées qui sont les rois de la forêt, qui connaissent la forêt comme leur poche. Donc, c'était tous les jours merveilleux de découvrir leur façon de trouver des traces de poils, des empreintes, pour retrouver la trace des gorilles chaque jour et retrouver la famille. Et puis, avec ces gorilles, il y a eu des moments incroyables. Il y a eu la mort d'un bébé et le deuil. Donc, on voit que c'est quand même des grands singes qui sont proches de l'homme parce qu'ils font comme une cérémonie avant d'abandonner le corps. Donc ça, c'était très émouvant. Et puis, de les voir aussi marcher dans les marais, ce qu'on appelle les bailles, où ils vont chercher du sel. Et ça, c'était une image assez rare parce que le gorille, il est bien dans la forêt, mais il se découvre rarement. Et bien là, on les a vus marcher debout, et presque comme des humains, à manger des joncs et puis à se promener à découvert. Et puis ça, c'était une image assez marquante. Ouais. Alors pour faire ce métier, il faut de la persévérance et il faut être curieux. Alors on n'a pas forcément la chance d'aller tous les jours dans les plus beaux coins d'Afrique, mais pour autant on peut se documenter, donc connaître la faune, la flore, l'aspect un peu biologique. Et puis après, pour la prise de vue, c'est comme toutes les pratiques, il faut en faire pour progresser. Mais il y a des écoles aussi pour ça. Et il y a aussi des écoles de films animaliers. Donc maintenant, il y a des sections où on apprend la prise de vue animalière et les techniques modernes qui peuvent être aussi de travailler avec des animaux imprégnés, de faire des affûts, voilà. Donc ça s'apprend. Et puis c'est la persévérance qui fait qu'on a accès un peu à tout ça. On regarde un autre extrait ? Vous avez encore d'autres questions ? Il était super bon. Alors j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle « Les traqueurs de serpents » avec un personnage assez intéressant qui s'appelle Nathanaël Maury, qui est herpétologue, donc c'est un spécialiste des reptiles et qui parcourt le monde pour faire une encyclopédie. Il faut frotter pour qu'on puisse voir toutes les écailles. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Je pense avoir réalisé la première photo ventrale d'un varan de Komodo. Ce cliché servira peut-être un jour de référence pour comparer cette population à une autre. Après, j'ai réalisé un documentaire qui s'appelle Mama Hyena, c'est sur les hyènes, ça se passe au Kenya. Un autre qui se passe au Congo, Brazzaville, qui s'appelle La planète des chimpanzés. Donc c'est sur un programme de réintroduction des chimpanzés dans un domaine qui s'appelle Konkwati, qui est au nord de Pointe-Noire. Parce qu'en fait, quand on parle du trafic animal, on a des braconniers qui capturent des chimpanzés, mais ils tuent les adultes, les mères. Et les bébés ont une valeur marchande, parce que ça se revend, ça peut se revendre très cher à des particuliers. Et quand ces bébés deviennent trop grands, ils sont abandonnés. Donc il y a des organisations non gouvernementales qui récupèrent ces orphelins pour les ramener à la vie sauvage. Le film animalier classique qu'on voit, où on ne voit que des animaux, c'est un style de narration et d'histoire, mais aussi ce qu'on a pu faire, ce que j'ai pu faire, c'est des films un peu plus engagés sur justement des projets scientifiques pour étudier les animaux et un peu militer pour leur protection. Et puis aussi des films sur le trafic animal, parce que le trafic animal, c'est le troisième trafic après les armes et la drogue, c'est le trafic des animaux qui rapporte des sommes colossales. Parmi les animaux emblématiques, il y en a beaucoup qui sont en danger. Il y a plusieurs stades. Il y a ceux qui sont en voie d'extinction. Il y a ceux qui sont en danger critique d'extinction. Il y en a qui sont déjà condamnés, comme les orang-outans, où je crois qu'il en reste quelques milliers à l'état sauvage, donc ça veut dire que c'est mort, quoi. On n'aura plus d'orang-outans, qui sont les grands singes les plus proches de l'homme. Et on a tellement coupé leur forêt qu'en fait, ils vont disparaître assez vite. Ce qui est le cas des chimpanzés aussi, probablement des gorilles. Et puis, chez les grands félins, on aura les guépards qui sont en voie d'extinction, parce que
pareil, trop chassé par les fermiers, trop de difficultés à garder leur espace. Et puis l'animal qui fait aussi, qui va nous manquer, qui va disparaître, c'est l'éléphant. Parce qu'il y avait encore, quand on était enfant, des millions d'éléphants, des dizaines de millions, et aujourd'hui ils sont 300 000. Donc ça veut dire que leurs jours sont comptés. En Australie, il y a 2 bassins de rivières qui étaient forestiers et que ça a été coupé pour faire de l'élevage. Donc ce qui se passe au Brésil maintenant, où toutes les 5 minutes on déforeste un terrain de foot, la surface d'un terrain de foot, les Australiens l'ont fait avant. Ils ont perdu 500 000 animaux pendant les incendies en Australie, mais c'est à peu près ce que mange l'humanité en une journée. On tue 2 milliards de poulets par an dans le monde, donc il faut aussi remettre ça en perspective, c'est-à-dire qu'il y a les animaux sauvages, il y a les animaux d'élevage. Malheureusement, il n'y a pas assez de place pour faire paître le bétail, donc on empiète sur les zones d'animaux sauvages, et sur les parcs nationaux, et sur les zones protégées d'une manière générale. Dans l'ensemble, on doit revoir notre rapport aux animaux pour faire ça de manière un peu plus raisonnée, c'est-à-dire laisser plus d'espace aux animaux sauvages, donc ça veut dire laisser moins d'espace aux animaux d'élevage. La perche, tu peux la prendre plus écartée, tu la prends à 2 bras comme ça, tu seras plus mobile que sous le bras. Sous le bras, c'est pas très pratique. Voilà. C'était un plaisir, les garçons. Super. Voilà, vous avez vu et vous avez découvert ce document clip orchestré par les Funambulants. Et puis, on vous avait dit qu'on allait rencontrer, après Kamel, des jeunes qui ont participé à cette aventure. Bonjour Yasser, comment ça va ? Ah bah moi ça va bien parce que j'arrive à t'avoir, je te vois, et donc là je suis content, tu as réussi à régler les problèmes. On m'a dit dans mon oreillette que Yasser était une icône du quartier, mais pourquoi ça? Honnêtement, moi je sais pas. C'est vrai? Sûrement parce que oui, sûrement parce que je donne beaucoup d'énergie, je suis énergique, je suis flexible, un peu de tout au final. Je sais un peu... Je sais pas comment expliquer, mais je sais pas. C'est un petit rôle qu'on m'a donné. Ah, et puis tu l'assumes bien. Bien sûr. Ok. Yasser, cette aventure de film, pourquoi y avoir adhéré et comment? Alors, au début, je ne connaissais pas. J'ai entendu parler pendant 1, 2, 3 semaines. Je me fais bon, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Et après, je me suis inscrit. Et j'ai trouvé la première semaine, j'ai bien aimé. Du coup, j'ai décidé de m'inscrire vraiment pour faire tout le truc. Et plus on a commencé à filmer, on m'a appris des trucs et j'ai bien aimé. Et je me suis dit, autant rester jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu as vraiment découvert et apprécié dans cette aventure? Alors, qu'est-ce que j'ai vraiment découvert? Comment ça marchait un peu le milieu, comment ça marche un peu tout, les objets, les caméras et les choses. Et ce que j'ai bien aimé, on va dire un peu tout, que ça soit le travail d'équipe, ouais, un peu tout, le travail d'équipe, la film, le montage, que ça soit un peu tout, les personnes autour. J'ai bien aimé, en soi j'aime tout. Dans tes études, ce que tu as envie de faire plus tard, ça t'a donné envie de continuer ou c'est juste un hobby, c'est une passion? On va dire c'est plus un hobby, une passion. Parce que moi, plus tard, je ne sais pas vraiment ce que je vais faire. Je continue mes études et tout, mais c'est plus un hobby pour m'amuser, pour faire passer le temps et tout. Alors nous, on a une maxime qui dit que ce qui est bien filmé est bien écrit. Comment s'est passée l'écriture avec l'équipe Arthur et Phil?
on s'est bien battu pour savoir qu'est-ce qu'on va écrire. Ouais, hein. Que ça soit le texte et tout. Mais sinon, ça va, on rigole bien. Il y a des moments où on rigole, il y a des moments où on est sérieux. Un peu des deux. S'il y avait quelque chose à améliorer dans cette aventure, ce serait laquelle? Bah rien, tout est parfait en vrai. Hein. Prêt à recommencer cette année alors? Oui, bah si ça rouvre, bien sûr, je m'inscrirai directement. Et t'as préféré être acteur ou derrière la caméra? Un peu des deux, que ça soit acteur ou caméraman. C'est pratiquement la même chose. J'ai bien aimé les deux. Si tu avais un message à passer à tes copains du quartier qui n'ont pas vu ou qu'on dit « Oh, nous, ça nous intéresse pas, on préfère faire autre chose », qu'est-ce que tu leur dirais? Bah que c'est totalement faux, on s'amuse bien là-bas. Les animateurs, ils sont très bien, ils expliquent bien et tout. Si on n'a pas compris, ils nous expliquent. Moi, je dis, si ils veulent pas, au pire, tant pis. Au moins, ils essayent 2-3 jours, au moins pour bien... Au moins, ils savent qu'est-ce que ça fait. Au moins, ils se font pas une idée directement. D'accord. Bah, merci beaucoup de ta gentillesse, Yasser. Pas de problème. Et puis, je garde ton numéro. Si on fait un film, un de ces jours en Normandie, qu'on a besoin de quelqu'un de dynamique et qui a envie de faire des choses, bah, on t'invite. Je serai toujours là. Yeah, super. Merci, Yasser. Bon après-midi. Et puis surtout, après l'interview, tu éteins ton micro et comme ça, ce sera parfait. OK? D'accord. Ouais. Merci. Et ben voilà, rencontre avec Yasser. Vous voulez découvrir ce qu'ont fabriqué les funambulants avec ces jeunes du quartier Winston Churchill? Allez, c'est parti. En images, on arrête le baratin. Alors, je m'appelle Mathis Rénal. Je travaille pour l'association du théâtre de Babel. Et j'interviens ici en tant qu'intervenant théâtre, donc à la maison de quartier Godelaine Petit. Je suis arrivé un peu au théâtre comme ça, donc un peu par hasard, juste pour m'aider un peu à me décoincer. Et en fait, ça m'a vachement accroché, ça m'a plu tout de suite et donc j'ai continué à en faire. Scène numéro 2, changement d'univers, ambiance plateau télé, changement de décor, préparation. C'est une passion qui moi m'a beaucoup apporté et que j'ai vraiment à cœur de transmettre, surtout quand je vois le résultat chez des groupes de jeunes, d'élèves qui au fil du temps, au fil des années, s'approprient vraiment le théâtre et en font quelque chose de bien et évoluent, grandissent là-dedans. Moi je m'appelle Zoé Cuvillier, je suis élève de la maison de quartier pour faire du théâtre. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Aaron Oumnant. Je m'appelle Joshua Fort. Sarah. Sarah, on va parler de votre passion du théâtre. Pourquoi aimez-vous le théâtre? Parce que ça me permet d'être moins timide, parce que moi je suis une personne timide de base. Le théâtre, j'avais juste envie de voir de base à quoi ça ressemblait et puis après j'ai bien aimé. J'ai voulu faire du théâtre parce que ma soeur elle m'avait donné envie et après j'ai commencé, j'ai testé et ça m'a beaucoup plu donc j'ai continué. C'est bien parce que on peut faire des improvisations, on peut inventer des choses. Et ça permet de se libérer de ses émotions de la vie quotidienne. Alors là, cette année, notre but, c'est de faire un spectacle de fin d'année qu'on est d'ailleurs en train d'écrire. Chaque année, c'est une création de leur part. Donc chaque année, c'est un spectacle nouveau. Et voilà, ça se déroule le 21 juin. Donc on a pour but d'écrire une séquence de 40 minutes, un spectacle de 40 minutes. Bon là, on est encore en phase d'écriture, donc on n'a pas encore trop idée des costumes, mais ouais, il y aura plein de personnages, des costumes, des décors. L'atelier, il y a une super bonne ambiance, du coup ça se passe bien. Là pour l'instant, comme on n'a pas vraiment commencé, on fait plutôt des improvisations avec les idées qu'on a déjà eues. Pour moi, ce qui est passionnant, c'est de faire des improvisations. J'aime bien plutôt l'improvisation
Moi, j'aime pas trop retenir des textes, je suis plus dans l'improvisation. On peut jouer le personnage que l'on veut, on crée une histoire avec d'autres personnes et chacun a une idée. Et donc on la partage et on crée une histoire avec toutes ces idées. On donne des idées et puis Mathis, des fois, il les formule un peu. Donc par exemple, on va donner plein d'idées et lui, il va les regrouper pour faire des décors ou des costumes. Pour la répartition des rôles un peu dans la construction de la pièce, on essaye vraiment, notre association, on a vraiment à cœur de les faire participer au maximum. Donc en fait, toutes les idées qu'on a, ça vient d'eux. Ou bien nous, on est force de proposition, mais on leur demande toujours validation. Du coup, moi, j'ai plus l'impression d'avoir un peu un rôle de coordination. Je mets les idées, j'organise les idées pour que ça fasse un spectacle qui soit potable et digeste pour le public, mais tout vient d'eux. Cette qualité-là que vous avez eue d'écoute et de concentration. Pour moi, la beauté du théâtre, c'est de pouvoir créer des personnages, créer des histoires et pouvoir les jouer ensuite. La prophétie. Ce beau projet sur le quartier de Winston Churchill, nous sommes à Lille. Bien sûr, il y a des partenaires qui donnent un coup de main aux funambulants. Tout de suite, à la rencontre de la belle ville de Lille. Bonjour Yolène. Bonjour Antoine. Eh bien ça y est, ça marche, la technique enfin est maîtrisée. Pourquoi avoir adhéré dans cette aventure? Pourquoi amener le cinéma dans le quartier de Winston Churchill? Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors bon, moi du coup je travaille pour la direction de la culture à la ville de Lille et notamment je suis responsable de la mission cinéma et audiovisuel. Et en fait la ville de Lille en 2019 a décidé de lancer un programme, donc elle a appelé Pratique numérique des images et des médias, qui visait en fait à renforcer l'action de fond que mène déjà la ville dans le champ du cinéma, et plus spécifiquement dans tout ce qu'on appelle l'éducation aux images et aux médias. En fait, c'est un programme qui s'inscrit dans un contexte qui est celui qu'on connaît bien, qui est d'une société qui est traversée par un flux incessant d'images, d'informations qui arrivent d'un peu partout, une profusion des outils numériques, et où chacun peut à la fois être consommateur d'images et d'informations, mais aussi producteur. Et donc pour nous, c'était important de soutenir des projets qui avaient vocation à la fois à offrir aux jeunes un stock de connaissances sur les enjeux contemporains qui sont liés justement à cette question des images et à de l'information, et surtout à leur donner des outils qui leur permettent d'appréhender ces outils que sont tout ce qui est images et informations, développer leur capacité d'analyse, leur permettre de développer leur esprit critique. Donc ça, c'est quelque chose qui pour nous était très important. Et aussi, il y a tout un aspect qu'on retrouve évidemment dans le projet des funambulants, qui est de leur apporter une véritable éducation artistique dans le champ du cinéma et de l'audiovisuel. Et pourquoi pas susciter chez les jeunes des vocations aussi. Tout à l'heure, on questionnait les jeunes s'ils voulaient en faire leur métier. Voilà, peut-être que chez certains aussi, dans les projets qui ont été menés dans ce dispositif, certains ont des velléités de professionnalisation dans ce domaine. Voilà pourquoi on s'est inscrit là-dedans. Combien de projets sur cet axe, sur la ville de Lille? Donc on en a retenu, alors dans le cadre de ce programme, on en a retenu 7. On a une enveloppe, bon, évidemment, une enveloppe budgétaire qui n'est pas extensible, mais qui a le mérite d'exister et qui est quand même non négligeable. Et donc on a pu financer 7 projets, et chacun évidemment dans un quartier différent. Voilà, parce que là, on est à Winston Churchill dans le Vieux-Lille, mais on touche à 6 autres quartiers de Lille
avec ces projets, avec d'autres structures bien sûr qui ne sont pas les funambulants. Bien sûr. Le partenariat avec les funambulants, c'est que sur cet aspect-là ou vous avez d'autres partenariats depuis un certain temps? Alors, les funambulants sont en fait soutenus par la ville. Toute la ville de Lille et la direction de la culture a une politique de subventionnement, et notamment dans le champ du cinéma et de l'audiovisuel. Et les funambulants font partie des quelques associations qui bénéficient d'une subvention à l'année par la ville de Lille pour mener à bien un certain nombre d'actions sur le territoire qui évidemment touchent les Lillois. Ce projet avec les funambulants, 16 jours, 17 clips, c'est une belle performance. Tout à fait. Et d'autant plus, voilà, je voulais saluer évidemment l'équipe des funambulants, mais aussi les jeunes et également les partenaires que je n'ai pas encore eu l'occasion de rencontrer, que sont Itinéraire, Léo Lagrange et la maison de quartier Godelaine Petit, pour leur engagement. Grâce à eux, c'est évidemment grâce aux jeunes et grâce aux partenaires que le projet a pu se dérouler, et d'autant plus dans un contexte, comme on l'a évidemment souligné tout à l'heure, bien particulier cette année de confinement, et qui malgré cela, la quasi-totalité du projet initialement prévu a pu avoir lieu. Les jeunes ont pu être mobilisés à l'issue du confinement pour terminer le projet. Donc je voulais saluer l'ensemble des acteurs à tous les endroits où ils se trouvent, pour justement avoir réussi cette gageure de mener un projet dans une année qui était quand même propice à la réalisation du projet. Ouais. Cette année, l'action est réitérée, vous changez un peu les axes, dis-moi-en un peu plus, parce qu'on commence l'année. Oui, tout à fait. Donc, on a lancé la deuxième édition du programme vient d'être lancée. Enfin, dans la mesure où on a lancé l'appel à projet. Alors là aussi un peu tardivement par rapport à notre calendrier initial pour les raisons qu'on connaît. Donc là, on a gardé les grandes lignes. Voilà, grosso modo, il y a eu quelques petites évolutions qu'on a proposées, mais plutôt à la marge. Donc là, on est en phase d'instruction. On a reçu, comme ça, l'appel à projet. Voilà, on a reçu un certain nombre de dossiers. Et donc, on est en phase d'instruction pour pouvoir voir quels projets pourront être retenus pour l'année prochaine. Merci beaucoup de ta gentillesse, merci de ton écoute, parce que tu as écouté déjà les autres protagonistes. Tu vas écouter le reste de l'histoire. Au plaisir de se voir sûrement en présentiel quand on montera à Lille, mais sinon sur un autre plateau virtuel, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, merci. Merci beaucoup. Voilà, les partenaires, c'est très important et on a toujours besoin de les rencontrer et passer un moment. Tout de suite, un autre clip, et puis on retrouve un autre protagoniste important. Halim, vous ne connaissez pas, et ça tombe bien. Allez, clip pour l'instant. C'est passé vite. Moi, je l'ai passé chez mes parents et ça s'est super bien passé parce que on a un jardin et on a chacun notre chambre, tout ça, donc ça s'est super bien passé. C'était une bonne limite, c'était une bonne période quoi. On a appris à s'occuper nous-mêmes quoi finalement. Oui, c'est passé très bien. J'étais pas là la première semaine du confinement en France, j'étais à l'étranger, j'ai dû rentrer en urgence et j'ai ensuite passé l'entièreté du confinement chez moi en famille. I travel England, Spain, France, so this was more difficult. But it was good because I had good time with my family. Assez long quand même parce que du coup j'étais en famille, donc de base on sort assez souvent, donc se retrouver 2 mois en famille c'était un peu chaud au début. Mais en vrai ça a été, c'est passé assez vite quand même 2 mois au final je trouve. Moi c'était très bien au début. Je travaillais plus, je restais chez moi, j'étais à la campagne. Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Voilà, la campagne c'est bien, il y a vite personne et du coup voilà, revoir des gens ça fait du bien. J'ai
un peu la famille un peu partout dans le monde, comme Hong Kong, Portugal. Du coup, on faisait des Skype, des FaceTime, tout ça, donc ça allait vraiment. Oui, très dur. Je n'ai pas pu aller voir ma grand-mère et ma famille proche d'ici. Mais on se téléphonait, du coup, on se voyait quand même, on parlait un peu, donc c'est important. Non, moi j'ai vu personne, enfin pas mes proches en tout cas, et du coup non, c'était assez compliqué quand même. Donc on s'appelait régulièrement, évidemment on passe par d'autres moyens, hein, les appels visio et tout, mais c'est un peu l'enfer quand même. Moi j'ai vu un peu ma grand-mère parce que je lui ai amené les courses, donc j'ai pu garder le lien avec elle. Bah, du coup j'ai apporté les légumes à mes grands-parents et Ce qui m'a le plus changé, je pense que c'était la vie étudiante que j'ai à Lille. Et c'était vraiment un changement de vie complet. Je voyais tout le temps mes potes et là je voyais plus personne. Donc ça a fait un gros changement. Mais sinon c'est pas insurmontable, il y avait des Skype, etc. Alors moi je me suis remise au dessin. J'ai pas dessiné depuis au moins 99. Et franchement, je te jure, c'est quand j'étais petite, je dessinais à fond et là du coup je me suis retrouvée une passion de dessin. Ouais, sport, gonzette, lecture, c'est ça. Dessin, on est passé par FaceTime, apéro FaceTime surtout. Oui, apéro FaceTime. Très important, c'est devenu la tradition tous les jours du confinement. Bronzette, c'est ça. Cuisine, apéro. I am a yoga teacher. Okay. So I did classes online. Okay. So normally I teach people in a studio, but this time, so it was good for me because now I have classes all the time online. Non, pas de jeux de société, pas de télé, pas de sport, jeux vidéo et c'est tout. Et YouTube. Moi, je me suis mise à faire plein de trucs. J'ai surtout joué à la PlayStation. J'ai joué, premièrement, mais j'ai aussi travaillé, j'ai lu. Je regardais beaucoup de séries, beaucoup lu. Après, nous, on avait nos partiels aussi au moment du confinement, donc il y a eu beaucoup de révisions. J'ai travaillé, du coup, on a pu se parler avec ma famille, tout ça. Je fais des puzzles aussi pas mal. C'était très sympa. Alors le ramadan il est passé très vite, il passe souvent vite, cette année encore plus que les autres même si on est à la maison. En fait vu qu'on est à la maison, déjà que le confinement était passé plutôt vite, pour moi en tout cas, le ramadan est passé aussi vite. Oh non, il était normal, le temps est passé moins vite mais ça va quoi. On avait de quoi s'occuper à la maison. Et là, vu qu'il y avait le confinement, j'étais chez moi, le temps passait lentement. La seule chose qu'on n'a pas pu faire comme on a l'habitude de faire, c'est aller pour le jour de l'Aïd, la fin du ramadan, aller tous à la mosquée, voir ses amis, ses familles. On a dû être limité à rester chez soi, et bon après on comprend forcément, c'est pas le moment, et on verra l'année prochaine. Je suis juste sortie pour faire des courses, acheter le nécessaire, mais sinon je ne suis point sortie depuis le début. Moi, il y a eu un décès dans ma famille, du coup on a un peu brisé le confinement, mais je pense que c'était autorisé, il me semble, pour pouvoir aller voir ses proches, donc à part ça, non, je suis restée chez moi. Bon, je suis un peu sortie entre-temps, du coup. Pas de moi, moi, moi j'ai bien fait le confinement, ouais, ça a été. Quand j'ai senti que c'était un peu la fin, on a fauté une fois, ouais. J'ai respecté le confinement, on va dire, à 80%. Du moment où je sortais un peu plus longtemps qu'1 heure. 2 semaines avant la date de déconfinement, j'avoue que j'ai commencé à revoir des amis au fur et à mesure, quoi. Après, sinon, franchement, ouais, en soi, je l'ai quand même bien respecté. Ok. Comment on dit le confinement en anglais? Ma sœur, elle a été testée positive et moi, j'ai été testée négative. Pas que je sache, non, j'ai pas eu le Covid-19 ni... Du coup, elle est restée dans sa chambre pendant 2 semaines. Ma maman, elle est médecin, et du coup, elle lui apportait à manger et nous, du coup, on lui parlait pas. Alors, moi, non, mais peut-être elle, du coup, ouais, de mes proches. On pense que je l'ai eu... On pense que je l'ai eu en tout début de confinement. Moi, par contre, dans la classe, on a eu un, mais c'est tout. Non, je ne l'ai pas eu. Et heureusement, les personnes qui l'ont, ça doit pas être facile au quotidien, mais force à eux. Vu que je travaille en restauration, donc je me suis dit que j'allais pas reprendre directement. Donc c'était bien, au moins on n'avait pas besoin d'attestation pour sortir en fait. Quand j'ai appris la fin du déconfinement, j'étais plutôt content parce que ça voulait dire revoir ses amis, etc. J'étais plutôt inquiet aussi et j'ai bien fait parce qu'on voit que beaucoup de monde ne respecte pas très bien les premières règles. Mais bon, on verra comment ça va se passer, j'espère que ça ira. Mais en tout cas, c'est une bonne chose pour tout le monde au final. Le fait d'avoir été éloigné de la foule, on va dire, pendant longtemps, c'était un peu une source d'inquiétude et bon, au final, ça va. Un peu soulagé que le déconfinement arrive et en même temps je me disais tiens ça arrive peut-être trop vite, peut-être que ça va
se reconfiner dans une semaine, 2 semaines. Donc partager. J'étais un peu surprise parce que je travaille dans l'éducation nationale, donc du coup on savait pas trop où on allait. La reprise avec les élèves comme ça, comme ils l'avaient annoncé au début, c'était un peu trop rapide je pense. Et puis là ça y est, là les élèves reviennent jeudi, enfin on a eu le temps de tout mettre en place, c'est complètement différent. Je suis sortie tous les jours, tous les après-midi. Du coup ça a changé, avant on allait tout le temps en ville, maintenant on va plus se poser à Estadelle, se poser dans les endroits verts, etc. Est-ce qu'on se dit les gens se réunissent tous mais au final ils ne respectent pas les distances de sécurité, tout le monde se prend dans les bras et tout. Ça m'a fait plaisir après de revenir chez moi, de revoir ma famille après, mais j'ai eu besoin quand même d'un temps pour retrouver mes potes, machin, enfin ça fait partie d'un équilibre aussi je trouve. J'ai pas d'avis tranché dessus, mais je pense que si ça peut aider, ça peut. Et puis surtout, c'est à chacun, je pense, de décider s'il veut ou pas de apparaître sur cette application et donner ces informations-là. J'en ai jamais entendu parler, du coup, je sais pas si ça marche vraiment. Je ne savais pas qu'elle existe. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça peut être bien, mais je sais pas trop. Bah moi ça me dérange pas forcément, le seul truc que j'ai dit c'est que genre les informations, ou par exemple si c'est par téléphone, qu'ils prennent que les informations par rapport à la santé ou au corona et pas d'autres informations dans le téléphone, tu vois. Je pense que je téléchargerai pas cette application, je suis pas certain qu'elle serve à grand chose. Bah, ça reste une application de traçage qui est, pour moi, pas forcément nécessaire et je suis assez méfiant, on va dire, à son égard. J'ai peur que ça devienne un facteur discriminant en fait. Voilà, que en gros, parce que cette personne a le Covid, il y a 1 mois et demi, 2 mois, ne se fasse pas embaucher, que ça puisse être un facteur discriminant pour les gens qui l'ont eu, comme moi par exemple. C'est là. Ça a surtout changé des choses par rapport à la façon de travailler. On fait un peu plus attention, on se lave beaucoup plus les mains, on porte un masque, on évite de se rapprocher trop des personnes. C'est des petites habitudes comme ça, des modifications du comportement qu'on voit pas forcément mais qui sont présentes quand même. Personnellement, je pense que je me suis vraiment plus rendu compte de l'importance de passer du temps avec sa famille. I think that hopefully it helps people to understand their own health better, maybe to look after themselves a little bit more, be aware of themselves and other people. C'était une grosse période de remise en question, je trouve. En soi, t'étais confronté à toi-même tous les jours, il y avait personne d'autre à qui parler. Ouais, je pense que cette période va permettre de changer un peu pas mal de choses. Point de vue écologique surtout, je pense, nos habitudes, nos déplacements. Se déplacer pour l'essentiel. Exactement. Un exemple bidon, le quai du Vau. On a vu pendant le confinement et après, pendant le déconfinement, et on voit quand même que la pollution, franchement, les gens ne respectent rien. Bien sûr, j'espère que ça a déjà permis et que ça va continuer sur une voie positive, surtout par rapport à l'écologie. Je pense que c'est mal parti, mais ça a pu réveiller peut-être chez certains une conscience qu'ils n'avaient pas encore. Surtout chez une jeune génération qui sera demain amenée à prendre des décisions importantes. Moi ça a changé un peu, je pense, ma façon de consommer. C'est-à-dire que du coup j'ai un peu la carte bleue facile, je vais dans un magasin, je m'achète des trucs, c'est ça, sans contact, ça n'aide pas, c'est ça. Et du coup je me suis rendu compte que je pouvais vivre avec beaucoup moins de choses, vraiment de manière beaucoup plus simple. Ce qui a vraiment fait plaisir à mon conjoint. Il était très heureux. Après ce visionnage de ce beau clip réalisé par les Funambulants, on va aller refaire un petit tour, voir Philippe avant mon prochain invité. Philippe. Oui, Antoine. Alors, ça fait quoi quand tous tes partenaires te disent que tu bosses bien ? Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça te fait, toi ? Moi aussi, j'aime bien. Qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience avec les jeunes ? J'en retiens surtout que c'est les jeunes qui ont bien bossé.
et les partenaires qui ont bien joué le jeu, donc ça a pu fonctionner. Et justement, avec ce confinement, on n'avait pas pu faire de restitution, et donc on est super content que tu nous as invités sur ce plateau télé pour qu'on puisse discuter autour d'une table, même si elle est virtuelle, mais voilà, qu'on puisse échanger un petit peu autour de ce projet-là, quoi. Donc, merci beaucoup. Ah bah c'est surtout que nous, on aurait préféré venir à Lille et faire un vrai plateau télé avec des jeunes, parce que je suis sûr qu'ils sont en capacité de tenir notre régie en vrai, comme on l'avait fait sur les premières années du festival. Yasser comme assistant, tu vois, parce qu'il est très bon en tant que journaliste aussi, il n'en a pas parlé. Ouais. En fait, excellent journaliste. Bon, ben, génial, on a notre animateur de plateau quand on viendra à Lille la prochaine. Est-ce que tu peux me présenter le charmant garçon que je vais aller rencontrer dans quelques minutes? Eh bien sûr, il s'agit de Halim qui travaille à la maison de quartier Godelaine-Petit, dans le Vieux-Lille. Eh ben merci Philippe, je vais aller voir tout de suite Halim. Bonjour Halim. Bonjour Antoine. Alors c'est quoi cette maison de quartier? Vous y faites quoi dedans? À la maison de quartier, on y fait beaucoup de choses. On s'occupe de vos enfants, des 2 mois jusqu'à vos aînés de 77 ans et plus, quoi. D'accord. Et toi, tu es en charge de quoi principalement? De la direction ou de l'animation? Alors moi, je suis référent jeunesse 12-17 ans. Donc vraiment en secteur jeune. D'accord. C'est quand même large, 12-17 ans, à réunir ensemble. Oui, c'est large, hein, mais on arrive toujours à trouver des solutions. Ouais, on est bien d'accord. Les 6 jeunes qui ont participé à ce projet, est-ce que tu as vu une évolution avant et après? Une évolution avant et après, on va dire que il y a beaucoup de jeunes qui ont assisté aux cours, enfin aux ateliers de Philippe. Et par la suite, il y en a justement 6 là qui ont vraiment accroché. Mais sinon, il a touché beaucoup plus de jeunes. Et, mais les 6 là, c'est 6 phénomènes. C'est vraiment c'est le foie gras du quartier, du cinéma, quoi. Ouais, c'est des génies. Et voilà, et Philippe il a été bon sur ce point-là où vraiment il a su faire un cocon solide en fait de jeunes. Et ça fait plaisir, quoi. Ils s'épanouissent dans ce projet-là. Parce qu'on sait bien, toi en tant que responsable jeunesse ou moi qui fais de l'animation depuis 30 ans, que ces âges-là sont très difficiles à capter dans la longueur. C'est pour ça que je dis qu'au début, il a touché beaucoup de jeunes, Philippe. Et il y en a qui ont décroché, il y en a qui ont kiffé, mais le système qui était un petit peu spécifique, où c'était sur plusieurs endroits, un jour c'était dans tel endroit, un autre mercredi dans un autre, tout ça c'était un petit peu compliqué pour certains, mais en même temps s'ils étaient motivés au maximum, peut-être moins compliqué, mais bon. En tout cas, il y en a 6 qui, pour eux, c'était pas compliqué, qui ont joué le jeu jusqu'au bout, mais c'est vrai que sur la longueur, c'était compliqué pour certains, et c'est pour ça qu'au final, il a gardé un cocon de 6 jeunes extra. La maison de quartier, c'était la première fois que vous adhériez à ce projet-là avec les funambulants ou vous aviez déjà travaillé ensemble? La maison de quartier a déjà travaillé avec les funambulants, pas moi, j'étais pas là, mais des collègues à moi ont fait appel au service de Philippe, quoi, les funambulants, quoi. Ils assurent en même temps. C'est ça. La même question qu'à Kamel, s'il fallait améliorer le projet ou le faire différemment, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Bon, moi, je l'ai déjà expliqué à Philippe, la façon que j'aurais aimé, c'est vraiment garder un endroit fixe pour les jeunes, pour pas qu'ils soient perdus, à peu près à des intervalles un peu réguliers, pas de confinement, il y a plein d'éléments à mettre, mais là, cette année, avec le confinement, c'est quand même particulier, quoi. C'est-à-dire que c'est ni la faute des funambulants, ni la faute des partenaires. Là, c'est quand même une année particulière. Et toi, par rapport au confinement, ça s'est passé comment dans votre quartier? Au niveau du confinement, quoi. C'était compliqué à la maison, et ceux qui étaient dehors, ils rentraient vite à la maison, parce que on va dire c'est pas comme ce confinement-là où j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de souplesse dans le quartier. Premier confinement, c'était vraiment c'était assez vide, hein, quoi, dehors. Hein.
Ouais. Après, moi, j'étais confiné aussi. Donc, peut-être qu'Amel, lui qui faisait du travail de rue un peu plus souvent, parce qu'ils ont continué, ils ont maintenu les actions, peut-être sera plus à même de vous dire. Mais moi, perso, les seules fois où j'ai vu les jeunes, justement, des ateliers, c'est quand j'ai été chez eux pour, avec les collègues itinéraires, installer des ordinateurs portables. Voilà, c'était le seul moment que j'avais un petit peu avec ces jeunes-là, quand on est parti aider les familles. Mais sinon, moi, je les ai vraiment pas vus pendant 3-4 mois. Hein. On recommence une nouvelle saison. Des nouveautés au centre, profites-en. On était sur Internet et dans le monde entier. Si tu as de la promo à faire, quelle activité vous avez innové cette année et qu'est-ce que vous proposez aux jeunes 12-17 ? Cette année, le truc qui arrive là, vraiment, c'est une exclue. Hein. Personne. Bah non, je sais bien, mais moi, c'est pour ça que je fais de la télé. Il faut que tu aies une exclue. On est en train de créer un studio. On est en train de créer un studio d'enregistrement. D'accord. Donc, enregistrement musical. Ok. On va essayer aussi par la suite vidéo, mais on n'a pas encore les capacités pour. Mais par la suite peut-être, mais en tout cas enregistrement en studio musique qui arrive très bientôt là. D'accord. Ça s'annonce lourd pour les jeunes, comme je dirais. Ah, ça va être du lourd, donc on se tiendra au courant et puis n'hésite pas à nous communiquer toutes les musiques qui sont produites. Merci beaucoup de ta gentillesse. De rien. Au plaisir, on se reverra sûrement en présentiel parce que j'adore cette belle ville de Lille et j'adore que Philippe m'emmène dans les quartiers et rencontrer des belles personnes. Je te souhaite bonne continuation et puis au plaisir. Salut, au plaisir. Et ben voilà, pour un bon projet, il faut des partenaires. Bien sûr, il faut un superbe acteur. Vous ne connaissez pas Mr. Frankie, ben ça tombe bien. On va aller le rencontrer juste après ça. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est bon, j'ai la oui, je vais lui donner. Vas-y. Tout ce qu'il faut? Ouais, c'est bon, tout ce qu'il faut. Je peux en être sûr? Vas-y, tu peux vérifier. Bon, c'est un plaisir de faire affaire avec toi. Tu diras à Mohamed que je te rappellerai la prochaine fois. Il n'y a pas de souci, je vais l'appeler tout de suite d'ailleurs. Allô, Mohamed? Ouais. Hey, Les gars, c'est cerné, hein? À genoux, tout de suite, les mains derrière le dos. Allez, plus vite que ça, plus vite, plus vite. Derrière le dos, pas derrière la tête. Plus que ça, tu les menottes, s'il te plaît. Eh, lâche-moi, wesh! Et ben voilà, vous ne connaissiez pas des vrais acteurs, vous aviez besoin de faire du casting dans le Nord, et ben ça tombe bien, on va aller à la rencontre tout de suite d'un acteur merveilleux. Bien le bonjour jeune homme, comment ça va? Bien bonjour, ça va et vous? Alors c'est venu d'où cette vocation d'acteur et de crooner? On pourrait dire que ça a plutôt été un déclic en fait. C'est vrai? Oui, c'est un déclic. Ça a été un déclic à quel moment? Pendant l'écriture, pendant le tournage ou quand tu rentrais chez toi le soir dans ton lit? J'aurais dit plutôt pendant l'écrit. Parce que c'est plutôt une certaine inspiration qui venait d'un coup et qui d'un coup me motivait en fait, me poussait à vouloir faire un film, à vouloir faire du cinéma en fait. C'est ça. Et ce film, il est à ton image, il est à l'image que tu en avais rêvé quand vous avez écrit ou il y a encore des choses à améliorer? Ce film, je pourrais dire que c'est un début. Déjà, c'est un début. Mais c'est aussi une image et ça a été plus que ce que j'attendais. D'accord. De ce film. Alors, je sais que tu es en troisième, mais tu voudrais faire des études de quoi, toi? D'acteur, de comédien ou... Sans vous mentir, je compte rentrer en littérature, études de littérature
je voudrais être avocat. Mais avocat, c'est comédien quand même. On ne pourrait pas dire comédien, pas du tout. Ah bon? C'est pas dans la même chose. D'accord. Droit, pas dans la même chose. Mais si j'ai la possibilité, comme on le dit, je ne refuserai jamais. Si j'ai la possibilité de devenir un acteur, je ne refuserai jamais et j'accepterai. Et est-ce que tu as déjà trouvé ton agent pour vendre tes prestations ou tu t'occupes de tout? Je pourrais dire en ce moment, avec le confinement, je pourrais dire mon agent, c'est plutôt Philippe. Hein. Ah d'accord, ah oui, donc tu as besoin de Philippe en fait. Oui. Francky, qu'est-ce qui a été le plus dur quand vous avez tourné? Est-ce que c'est d'apprendre les textes? Est-ce que c'est d'être ce qu'on appelle raccord? Dis-moi tout. Non, le plus dur, c'était de se coordonner en fait pour certaines scènes en fait. Parce que tout le monde ne suivait pas en fait. Donc c'était plus de se coordonner en fait, c'est ça. D'accord. C'est le travail d'équipe qui est le plus difficile en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Et vous en êtes sorti comment? Avec un chef qui avait une dictature ou vous êtes mis d'accord tous ensemble? On va casser des têtes. On s'est mis d'accord tous ensemble et c'est ça qui a donné un bon résultat. Le meilleur, c'est dans l'entretien, de s'entraider en fait. C'est ça dans le meilleur. D'accord. On va revenir sur l'actualité. Le confinement, ça s'est passé comment pour toi? Sans vous mentir, le confinement, ça a été plutôt un arrêt, mais aussi une sorte de motivation en fait, qui pousse vraiment, qui nous a vraiment poussé et nous a vraiment dévoilé notre envie de faire du cinéma. Et je sais que quand on est jeune comme toi, on regarde beaucoup les séries, on regarde beaucoup des choses qui sont très rapides avec son téléphone. Mais est-ce que depuis que tu as fait ce film et ces films avec Philippe et Les Funambulants, est-ce que tu t'es mis à regarder des films cultes comme les Tarantino et d'autres, des films que t'ont conseillé les garçons? Oui, alors là, pour vous dire, oui. J'ai commencé à regarder beaucoup de films cultes. Ouais. Bizarrement, que je ne suivais pas. Tout d'un coup, c'était un déclic, comme je vous le dis. J'ai voulu savoir comment ça se passait, les scénarios, comment ils ont fait pour écrire, les montages, les plans qu'ils ont fait, les plans ratés pour s'améliorer, comment ils ont fait. C'est en fait tout ça en fait qui m'a poussé. Et sûrement qui a poussé mes collègues à vraiment se donner dans nos interviews, dans nos films, dans tout en fait. Et si tu avais un film à me conseiller depuis, ce serait lequel? Un film à vous conseiller. Pure Fiction, le film Pure Fiction. Pulp Fiction, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et moi, si j'en ai un film là à te conseiller, c'est Brasil. Brasil. Ouais. Bah, je le suivrai avec plaisir. Ouais. Et puis on échangera ensemble par Discord ou par Skype, comme maintenant on est amis sur Skype. On est d'accord? Avec plaisir. Je n'attendrai que vous. Si t'as un message à passer à Phil et à Arthur, ce serait lequel? Merci beaucoup. Eh ben merci à toi. Ce que vous avez fait. Eh ben, merci à toi de ta gentillesse. Et puis, belle carrière d'avocat ou belle carrière de comédien, on verra bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les deux. Ou les deux. Alors, vous avez vu, hein, vous le voyez pas, mais on l'a toujours en voix off. C'est Kamel, parce qu'il n'a pas éteint son micro. Mais ce qui est très agréable, c'est qu'il parle quand les autres ne parlent pas. Donc, ça apporte une voix off très, très intéressante. On va tout de suite aller à la rencontre de mon ami Phil pour avoir un petit peu son retour d'expérience par rapport à cette aventure. Alors, Phil. Alors, Antoine. Tu savais pas que tu étais agent de Francky? Comment? Tu ne savais pas que tu étais agent de Francky? Ouais, on a signé un bon contrat là. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Ouais. Et on peut l'avoir pour combien en Normandie pour un film? Ah, ça dépend, faut manger beaucoup de frites quoi. Ça se taille en frites. Ah d'accord, en fricandelle frites ou en frites simplement? En Welsh, c'est comme tu veux. Ah d'accord, ok. Si ça fait quand même une paire d'années que tu fais ce genre d'activité avec des jeunes et des moins jeunes,
Si tu avais une définition de cette aventure un peu particulière avec le confinement, ce serait laquelle? Avec le confinement, ça nous a décalé un petit peu, mais on a réussi à faire à peu près tout ce qu'on voulait. On a manqué à 4 séances seulement. Donc tu vois, on n'était pas loin du compte. Et ce qui a vraiment manqué sur le projet, c'est un plus de mixité, c'est-à-dire qu'on n'est que des garçons. On n'a pas une seule fille. Donc ça, c'est un peu notre regret. En même temps, c'était pas évident, comme disait Alim, de jongler, d'aller un coup à la maison de quartier, un coup aller au Lagrange, un coup à itinéraire. Il y a des gamins, tu vois, qui venaient soit dans l'un, soit dans l'autre, et on en a perdu en cours de route. Ça, c'est un petit peu dommage. Et le fait est aussi qu'il y a eu que des garçons dès le début, même quand il y avait les 15-16 jeunes pour la première séance, il y avait que des garçons, il n'y avait pas de filles. Donc il y a un vrai challenge sur ce type de projet à mobiliser des filles sur ces ateliers-là, quoi. Il faut faire une appel d'offres sur le prochain projet qu'avec des filles. Exactement. L'idée, c'est de proposer d'abord aux filles et après ouvrir aux garçons. Exactement. Les films sont prévus d'être diffusés à un moment donné dans une salle quand on pourra y retourner ou que sur Vimeo, sur votre plateforme? Pour l'instant, ils sont sur Vimeo, sur la plateforme, et tu as raison, on devait faire une restitution, on devait même participer à nos quartiers d'été pour faire des projections dans le quartier, ce qui aurait beaucoup de sens parce que du coup, ça toucherait les familles, les parents, etc. Et une restitution un peu plus officielle, institutionnelle, avec les partenaires, etc., dans une vraie salle. Mais voilà, comme tu le dis, avec le confinement, ça a bloqué un petit peu les choses, et pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce que ça pourra se faire. Donc visiblement pas avant janvier pour le moment, quoi. D'accord. Merci de m'avoir interpellé sur ce projet. Moi, j'étais content de participer à une restitution virtuelle, mais une restitution qui est intéressante. Tu gardes les 6 jeunes, tu regardes tes partenaires, et puis on en recose à un moment donné quand on pourra se mouvoir dans le Nord. On est d'accord? Avec grand plaisir, Antoine. Merci beaucoup. Voilà. C'était ce premier plateau télé virtuel de Culture et Nature de la saison, parce qu'on est sur d'autres actions et que l'année aussi a été pour nous un peu compliquée, mais on a trouvé des solutions grâce à Xavier et Adrien, les 2 acolytes qui me supportent depuis un certain temps et un temps certain. Je remercie tout le monde, je remercie vraiment les gens du Nord, parce que c'est toujours un bonheur de vous rencontrer et de passer un moment avec. Je vous promets que très prochainement, nous aurons des surprises. C'est parti, on vous redonne un petit avant-goût des 17 clips, rien que pour vous. Et puis on se retrouve avec d'autres invités, c'est promis, dans quelques temps. On garde la surprise parce que le 3e plateau virtuel est prêt, et donc on a envie de vous le faire rencontrer très prochainement. Allez, bonsoir à tous, merci beaucoup aux jeunes et aux moins jeunes du Nord, et puis on adore ce que vous faites et on lâche rien. C'est parti pour le dernier clip.
se divise en deux catégories. Ceux qui ont le téléphone chargé et ceux qui creusent. Et vous, vous creusez.